Une autre question de Ginny qui me demande quid, ça c'est pas elle qui le dit, c'est moi, quid de la reprise de poids? C'est un sujet. Oui, un sujet. Eh bien, je ne pense pas. Alors pourquoi cette question pas très, enfin très approximative? C'est que, enfin pas tant que ça en fait. C'est que je ne me pèse plus depuis quelques temps maintenant. Je crois que ça doit faire bien 4-5 mois que je ne me suis pas pesée, je crois. Oui, j'ai même plus de souvenirs. J'ai fait ce choix en fait de ne plus me peser parce que c'est le dernier élément qui me raccrochait à mon ancien fonctionnement en fait de régimeuse hardcore, etc., etc. Et je voulais plus avoir quoi que ce soit à voir avec ce style de fonctionnement. Et j'ai vachement évolué par rapport à ça parce que je vous disais qu'il y a quelques temps de ça encore que pour moi la pesée c'était une fois par semaine et que je n'en dérangeais pas et ça me mettait un cadre, une limite à ne pas dépasser, etc. etc. J'ai évolué, j'ai grandi par rapport à ça et j'ai choisi de me faire confiance. En fait, de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que, selon moi, je ne peux pas prôner, entre guillemets, une alimentation intuitive qui me convient. Ça ne convient pas à tout le monde, je pense. Enfin, je sais que des gens ne s'y retrouvent pas. Je peux pas, moi, me satisfaire d'une alimentation intuitive, de alimentation positive, très proche de mes émotions, très proche de mes ressentis, ressentis corporels, ressentis émotionnels, etc. et physiques. Et me peser toutes les semaines. Il y a un truc qui n'allait pas dans ce schéma-là, en fait. Ça résonnait pas très clair. Premièrement, ça me stressait énormément de me peser. Et je me suis dit, mais tout est clair dans ma tête. Fais-toi confiance. Et tu as les cartes en main. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai des vêtements témoins en fait. C'est-à-dire j'ai mes jeans des premières heures que j'ai toujours, hein, que j'avais acheté à Kiabi, qui me servent de témoins. Et je sais pas, j'ai peut-être repris un tout petit peu, mais ça se compte, 2 kilos, un truc comme ça, peut-être, je sais pas. J'ai hésité hein, avant cette vidéo à me peser en fait. J'ai hésité quand ce matin je me maquillais et tout ça, je réfléchissais voilà, à comment allait se dérouler cette vidéo. Et m'est venue dans la tête la question de la pesée. Et non en fait. Et non parce que ça m'a dévoqué la pesée, ça m'a stressé, ça m'a mis un coup de pression. Et je me suis dit, ben non, en fait, continue à te faire confiance et continue à être proche de ce que tu ressens physiquement et dans ta tête et dans ton cœur. Et je dois avouer qu'avec moi, ça fonctionne très très bien ce genre de méthode, entre guillemets méthode, hein. Je vais continuer. Je vais continuer, c'est-à-dire que, pour vous donner une idée, je rentre dans les mêmes vêtements que j'ai achetés après les premiers vêtements que j'ai achetés à l'été 2000, j'en ai acheté en 2021, voilà, donc j'étais à 64 kilos et ces vêtements me vont. Voilà. Donc je reste stable, on va dire. Mais c'est mon fonctionnement à moi. Moi, ça me convient comme ça. Et voilà. Donc je ne peux pas dire si j'ai une reprise de poids Ginny. Mon corps change, je vieillis, donc
Au niveau notamment des... Je me rends compte qu'au niveau des mains, j'ai les doigts qui mincissent, mais pas forcément parce que je perds du poids, mais parce que peut-être ma peau est moins hydratée et j'ai moins d'eau. Ma peau sera bougrie, si vous voulez un autre terme. Et donc ça aussi, mon alliance, en fait, c'est vraiment un témoin de mesure. Et là, je la... Voilà, il faudrait pas que je perde trop au niveau des mains, parce que sinon, elle va se barrer. Et ça, c'était une bague que je mettais il y a pas mal de mois de ça, je l'avais pas remise. Et jamais je l'ai mise là, quoi. Jamais je l'ai mis à ce doigt-là. Donc vous voyez, enfin, j'ai des repères comme ça. Et moi, ça me va, c'est plus naturel pour moi, c'est moins anxiogène. Et ça va avec comment je fonctionne. Après, à vous de trouver votre fonctionnement, et voilà. Il y a Nat. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. Donc, au bout de combien de temps après la chirurgie tu étais plate au niveau de l'estomac et du ventre? Alors, plate, non, j'ai pas été plate et je ne suis pas plate au niveau du ventre. J'ai du ventre. Et au niveau de l'estomac, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire être plate au niveau de l'estomac. Je sais pas. Peut-être là, quand on a du ventre tout de suite après les seins, qu'on a vraiment un abdomen développé ou avec de la graisse, peut-être. Tu me dis, Nat, si je me trompe. Alors, au bout de combien de temps, je dois être honnête avec vous, j'ai regardé mes autres bilans avant de faire cette vidéo, j'ai regardé quelques extraits pour me remettre dedans, etc. et comment j'avais répondu aux questions et comment étaient structurées les vidéos. Mais je crois pas que je parle du ventre, ça me dit rien. Donc j'ai pas de... Je me souviens pas en fait. Comment on va pouvoir faire le premier mois, j'ai perdu 17 kilos. 17 kilos le premier mois. Au bout de 2 mois, je crois que j'étais à 30 kilos. Entre 27 et 30 kilos, je crois, hein, de mémoire. Hein, ça se trouve, c'est pas ça, mais de mémoire. Donc je pense que j'ai commencé vraiment à perdre au niveau du ventre et que ça se voit, etc. Au bout du 2e mois, quoi. Je pense. Et au bout de, je vous dis, au bout de 8 mois, moi, j'avais entre 8 et 1 an, j'ai perdu tout mon poids. Les 60 kilos. Donc on peut dire au bout du 8e mois, j'avais perdu mon ventre, etc. On peut dire ça. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là parce que j'ai toujours pris du poids de partout, en fait. Et du coup, j'ai perdu de partout, de toutes les parties de mon corps. Donc c'est-à-dire aussi du ventre. Mais peut-être que j'avais moins de ventre que d'autres, très certainement parce que mon ventre a tenu en fait par rapport à d'autres. Alors pas quand je me mets à 4 pattes, quand je me mets à 4 pattes j'ai la pendouille, hein. J'ai la peau du ventre qui tombe comme les autres, mais quand je suis debout, mon ventre tient plutôt bien. Donc sur ça, je ne me plains pas, je me suis jamais plaint d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir cette morphologie-là et cette qualité de peau. Voilà. Alors, petit aparté, je dis pas ça pour, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, pour dire moi non. Je dis juste ça parce que c'est la réalité et j'en suis consciente. Voilà. Je prends la mesure des qualités, ouf, on en a de temps en temps, et les qualités de peau, pour le coup c'est important parce que dans mon cas c'est pas tombé, voilà.
mais je comprends tout à fait la souffrance de celles et ceux qui ont un gros surplus de peau qui pend, et c'est problématique, et ça gêne déjà pour s'habiller, et ça gêne parce que il y a des plis de peau, etc. Il faut faire attention, et ça pèse son poids. Voilà. Donc après il y a les opérations abdominoplastie, etc., bodylift, pour arriver à enlever ce tablier. C'est comme ça qu'on appelle cette peau du ventre qui pend. Voilà. Donc il y a des solutions. Elles ne sont pas sans douleur. C'est des opérations importantes et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et j'ai un avis là-dessus, c'est que il est bien de prendre du recul sur son corps, qui change et qui va à un moment donné se stabiliser. Mon avis, c'est que c'est bien d'attendre la stabilisation complète de la perte de poids pour savoir la morphologie qu'on va avoir au final. Et de là, au bout, après 18 mois, 2 ans, pour pouvoir envisager les opérations nécessaires si la personne le souhaite. Voilà. C'est mon avis personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Et voilà. Et je rajouterais que c'est pris en charge. Quand vraiment on a un tablier, etc., que la peau du ventre tombe sur le pubis, c'est pris en charge. Donc si l'envie est là de se faire opérer, il ne faut pas hésiter, parce que pour des raisons pécuniaires. Il y a Pauline, encore elle non, je plaisante, Pauline, qui me pose la question: quelle vitamine as-tu choisi? Alors moi j'ai choisi les vitamines de Fit4Me. Voilà, c'est des vitamines, c'est un comprimé complet, il y a tout dedans. Après, libre à vous de vous complémenter, soit seul, en prenant conseil près de boîtes comme Fit4Me, ils sont de très bons conseils. Ou alors via votre endocrino, chirurgien, chirurgienne, qui pourront vous conseiller suite à vos prises de sang. Voilà. Moi je suis toujours suivie au niveau, alors moins au niveau bypass dans son ensemble, mais au niveau prise de sang, j'ai toujours une prise de sang à faire, et maintenant tous les ans en fait maintenant. Donc voilà, j'ai un comprimé à prendre. Il faudrait que je prenne un peu de fer. Voilà, vous savez ma problématique avec les vitamines. Voilà, j'ai une problématique à prendre des médicaments tout simplement. Et les vitamines, ce n'est pas des médicaments, hein, c'est des compléments alimentaires qui préviennent des carences et qui vont atténuer ces carences, voire les solutionner. Moi, le comprimé à croquer, je le prends, c'est un comprimé à croquer que je prends. Maintenant, je pourrais le prendre en cachet, parce que j'arrive à avaler les cachets. Voilà. Voilà pour en ce qui concerne les vitamines. Et au départ, bien entendu, après l'opération post-op, j'ai eu je ne sais plus combien de temps de médicaments et de vitamines prescrits spécialement pour les suites de l'opération, tout de suite après l'opération. Il y a Caroline, merci Caroline et coucou pour ta question. Si c'était à refaire, que referais-tu et qu'est-ce que tu ne referais pas? Alors si c'était à refaire, je referais concernant le bypass tout. Et qu'est-ce que je ne referais pas? Eh bien, je n'attendrai pas si longtemps pour le faire. J'aurais laissé ma peur et mes peurs de côté, parce que c'est une opération qui peut faire peur, et heureusement qu'elle fait peur, et heureusement, parce que ça permet de travailler justement sur
sur les raisons de pourquoi on a peur et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et de bien réfléchir. De ne pas y aller à la légère, quoique j'ai un avis aussi là-dessus. Concernant les opérations bariatriques à tour de bras. En France et dans le monde entier. Donc c'est ça ce que je ne referai pas, c'est d'attendre. D'attendre, je pense que j'aurais pu me faire opérer au moins 3 ans avant. Et 3 ans, c'est important quand on a dépassé la quarantaine. Comme ça, j'aurais pu profiter voilà, d'un corps plus mobile pour faire tout ce que je voulais. Avec peut-être la fatigue en moins. Parce que mine de rien, plus on attend pour faire ce genre d'opération, on est plus mature, peut-être. Ça, c'est peut-être que ça rentre en ligne de compte. Néanmoins, eh bien, il y a les affres de la vieillesse. Alors oui, vous me direz, oui, mais 46 ans, c'est rien du tout, c'est jeune. Oui, c'est jeune. But, quand vous avez un corps qui a souffert pendant je sais pas combien d'années, de problèmes articulaires, etc., d'apnée du sommeil, de fatigue, etc., eh bien le corps, mine de rien, il a morflé. Et il emporte les stigmates de tout ça, de sa situation d'obésité. Voilà, donc quand vous vieillissez, eh bien, je vais faire le parallèle, et ça je vous en ai déjà parlé, avec les jeunes femmes, certaines jeunes femmes qui, pour X et Y raisons, ne sont pas d'accord avec la chirurgie bariatrique et ne souhaitent pas se faire opérer pour diverses raisons variées, et ça leur appartient, je ne juge pas ça. Moi, mes observations, c'est que quand tu as 20 ans, jusqu'à 30 ans, ton obésité, tu la portes si tu n'as pas de comorbidité, j'entends, si tu n'as pas du diabète, du cholestérol comme ça, un handicap lié à l'obésité ou des problèmes d'artère. Si tu es juste grosse ou gros, tu vis mieux ton obésité et tu vois pas l'intérêt, ou tu vois moins d'intérêt à te faire opérer. Parce que tu es encore souple, parce que tu peux encore faire une activité physique sans trop de difficultés, avec la jeunesse tout simplement, etc. Moi, j'ai regardé pas mal voilà, j'ai entendu pas mal de choses là-dessus, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui arrivent à 27-30 ans, qui sont en situation d'obésité sévère et qui, avec l'âge avançant, se rendent compte que ça pose plus de problèmes d'être en situation d'obésité. Voilà, c'est juste mon observation, c'est pas un jugement, c'est pas j'invite pas tout le monde à se faire opérer et youpi lélé, vive la vie et vive les personnes minces, c'est pas ça mon propos, c'est juste que quand on est jeune et en situation d'obésité, c'est, je pense, et sans comorbidité, j'insiste là-dessus, sans problème de santé, à part l'obésité, on est un peu... on se pose pas trop la question. Et quand arrive la trentaine, là commence le corps qui fatigue. Et quand on ne fait plus ce qu'on veut de son corps au quotidien, quand ça prend trop de place, plus de place, et bien c'est là où on se dit aïe aïe aïe, on se pose des questions. Une question de... Alors je ne sais pas quel est ton prénom en fait. Hervé ou Fidri? Fridri, je sais pas. Il faut que tu me dises sur Instagram, je t'ai posé la question, je sais pas quel est ton prénom. Donc dis-moi, et merci pour ta question. Comment fais-tu pour gérer les invitations, les apéritifs, les repas entre amis, les fêtes, etc. etc. Fidri ou Fridri, je sais pas qui. Ou Hervé. Non, je pense que c'est Fridri parce que c'est une femme. Je crois. Fridri. Tu me diras. Donc elle a peur de faire des dumpings. C'est pour ça qu'elle me pose la question.
Eh bien, ça peut un petit peu, ça rejoint la première question en fait, à propos des dumpings. C'est-à-dire que quand on est invité, selon moi, il faut faire des choix. Soit à l'apéritif, on boit et on grignote, mais vraiment un chouïa, très très peu, et on se réserve pour le repas. Ou soit on choisit l'apéritif, et là on peut boire en grignotant un peu. Et au repas, eh bien, on mangera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà. En gros, mon conseil, moi je gère très bien les invitations, mais il faut pas que je mange de trop. En fait, c'est ça, moi, le secret, entre guillemets, ouais, je dois pas manger beaucoup, sinon je suis pas bien. Alors, c'est pas un dumping après, hein, mais juste physiquement, je me sens très très lourde, quoi. Et voilà, et j'arrive plus à discuter sereinement avec les invités, ou si je suis. Voilà. Donc, pour moi, invitation rime avec légèreté. Et légèreté dans l'assiette et au niveau des quantités, mollo polo, et voilà. Et comme ça, je profiterai des invitations. Il y a Kelo XFI, je crois que c'est comme ça que tu t'appelles. Merci pour ta question. À partir de combien de temps la fatigue générale passe ou s'atténue? As-tu des astuces pour retrouver de l'énergie? Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis une personne, assez active. Assez active, parce que je l'étais beaucoup, beaucoup moins avec 60 kilos en plus. Vraiment, beaucoup moins. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver le curseur, moi. J'ai beaucoup de mal à me poser, ou alors il faut vraiment que j'arrive à une fatigue, à une saturation, et là je vais essayer de faire des siestes, etc. Si j'ai mis en place la sieste, je pense que je la faisais aussi hein, quand j'étais grosse, mais là, non, je pense que je la fais plus. Notamment par exemple le mercredi, je commence tôt le travail, hein, je me lève à 6h moins le quart, entre 5h30 et 6h moins le quart, et l'après-midi je vais faire 1 heure de sieste. Voilà. 1 heure à 1h30 de sieste, ça m'arrive. J'essaie aussi d'avoir un rythme de sommeil assez régulier, c'est-à-dire que je me couche pas après 9h30 pour pouvoir lire, regarder mon portable. Oui, je ne veux pas faire style, non, je lis avant de m'endormir, je me bois une petite tisane. Non, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça, je regarde mon portable et voilà, je scroll, etc. etc. Pour pouvoir m'endormir pas après 10h30 en fait. Mais 10h30 même c'est trop tard, il faudrait que je m'endorme pas après 10h. Parce que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil minimum. Et vu que vous le savez, je souffre de problèmes d'insomnie et de sommeil très agité et de réveil très très tôt, il faudrait que je prenne ça en compte et adapter mon rythme en fait. Hein. Donc faut que je sois vigilante. Ça c'est un point vraiment que j'ai à travailler, et ça va faire partie des prochains travaux. Des prochains travaux. Et des astuces pour retrouver de l'énergie. Bon bah voilà, je vous en ai dit une partie, hein, avoir un rythme régulier. Manger, essayer de manger pas trop le soir, quoi. Si on est comme ça le soir, on est mal à l'aise dans son bide, etc. Pour trouver le sommeil après, c'est pas agréable, quoi. Je dis pas de manger une soupe et un quignon de pain, c'est pas ça. Juste ne pas trop manger, quoi, c'est tout. Et puis pour retrouver de l'énergie, eh bien, c'est accueillir les plaisirs de la vie. Ça a l'air un peu con comme phrase, comme philosophie, mais c'est vrai en plus. C'est apprécier les moments présents, être bien présent au présent, justement, et avec les amis, la famille, soi-même, avoir des moments de soi à soi,
ne pas avoir peur de soi. Et je me rends compte que moi, je fais partie de ces personnes-là qui n'aiment pas être... j'ai du mal à être de moi à moi, c'est-à-dire la méditation sur moi ça fonctionne pas beaucoup parce que ça m'angoisse énormément. Comment dire, aller marcher seul, pareil, il y a une espèce d'inquiétude, donc j'ai beaucoup de mal à me retrouver face à moi, en fait, à moi-même. Et je crois que ça concerne plus de monde que ce qu'on croit. Mais ça permet aussi de se réaligner, de se poser des questions et de réfléchir à sa vie, et c'est important en fait. Qu'est-ce qui me ramène de l'énergie? Mes amis, ma famille, mes animaux aussi, d'avoir de la douceur, du partage, de la bienveillance. Ça me redonne de l'énergie et ça me redonne foi en l'humanité. Voilà, si je veux caricaturer mon propos. Tu me poses une autre question, donc combien de temps cela t'a-t-il pris pour prendre conscience du changement physique et réellement voir et ressentir pour le coup dans le miroir? Alors, parce que je crois que c'est une peur qu'a eu Kello XFi, je crois. Il me semble que j'ai cru lire ça. Comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, moi j'ai été suivie par une psy quelques temps avant de me faire opérer. J'ai beaucoup regardé de vidéos de nanas qui se sont fait opérer et d'hommes qui se sont fait opérer. Et il y avait cette question-là de souffrir de dysphomorphie. La dysphomorphie, c'est-à-dire de ne pas se voir dans le miroir comme on est. Et du coup, de ne pas s'apercevoir que l'on a minci, que l'on a maigri, qu'on a perdu des kilos. Donc je l'avais abordé avec ma thérapeute et je pense que ça a permis d'enclencher en moi ce changement avant l'heure. J'y étais préparée, je pense, parce que j'ai dit mes peurs, j'ai dit mes craintes par rapport à ça, de ne pas m'imprégner de cet amaigrissement et du coup de ne pas le vivre dans son entièreté et du coup d'avoir un moral qui n'est pas là et de ne pas que la réussite de l'opération ne soit pas à son maximum de satisfaction en fait. Parce qu'il y a ça, enfin je veux dire, si on se fait opérer, charcuter, on opère un vrai changement de vie, enfin selon moi c'est un vrai changement de vie, un nouveau chapitre de vie, et que on a l'impression d'avoir perdu 15 kilos alors qu'on en a perdu le double, il y a quelque chose psychologiquement qui va être très très dur. Mais j'en ai entendu parler et j'en ai pas souffert moi. J'essaie de chercher en même temps. J'ai pas souffert de ça. En tout cas, ça ne me vient pas comme ça. Si j'en ai souffert de ça, ça n'a pas dû me traumatiser parce que ça s'est bien déroulé et non, au contraire, non, moi je voyais bien les passants de la ceinture, ma ceinture était de plus en plus petite au niveau diamètre, je faisais des trous, ça c'est comment dire, c'est la réalité quoi, c'est un acte de percer des trous dans sa ceinture, ça peut permettre de se rendre compte qu'on maigrit, de regarder les photos aussi, des avant-après, ça aussi ça permet beaucoup ça peut permettre de se rendre compte, mais la dysmorphie ça va au-delà, c'est vraiment c'est vraiment comment dire une souffrance psychologique, donc ce n'est pas que en perçant des trous dans sa ceinture ou en se regardant avant-après que le déclenchement va se produire et que tout va s'arranger, youpilélé. Ça peut, si la dysmorphie est pas extrême. Si elle est extrême,
il faut se faire aider, accompagner par une thérapeute ou un thérapeute. C'est important, je le dis tout le temps, hein, et je n'en démordrai pas. C'est pas subir, parce que moi c'est pas subir, se faire opérer d'une chirurgie bariatrique, bypass, sleeve, pour moi ça doit être obligatoire, une volonté psychologique d'aller vers le mieux. Hein, ce n'est pas qu'une enveloppe corporelle, on perd 40 kg, 60 kg, 100 kg, 150 kg, voilà, sans se poser la moindre question de pourquoi on a pris ce poids. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce qui a fait que? Par où on est passé? Qui on est? Vers quoi on va? Comment maintenir? Comment nanana? De quoi ma vie est faite? Comment je fonctionne? Qui je suis? Si on ne veut pas répondre à ces questions, selon moi, ça met en difficulté, pas forcément la perte de poids, la stabilisation, le bien-être, l'accès justement à son réel schéma corporel dans le miroir. Et ça, je n'en démordrai pas. Vraiment. Moi, à présent, je suis suivie pour d'autres raisons que le bypass. Ça y est, je pense que j'ai fermé le livre, entre guillemets, Ouais, j'ai fermé le chapitre. Ça y est. J'en ai rouvert, parce que je pense que je l'avais déjà ouvert. J'ai rouvert un chapitre, le chapitre comprendre et prendre du recul face à mes périodes de dépression. Moi, c'est ça maintenant, mon nouveau chapitre. Donc, je suis émue. Ah bah vous l'avez à chaque fois, hein. Dans chaque vidéo bilan, quasiment je pleure. Alors, bon. Enfin, alors je suis émue. En fait, là, je suis pas émue pour moi, en fait. Je suis émue par rapport à ces femmes et ces hommes qui ont peur de se faire accompagner psychologiquement. Parce que ça peut avoir tellement de retombées. Ça peut tellement freiner le mieux-être et la réussite d'un bypass ou d'une sleeve que de s'empêcher d'avoir cette aide-là, c'est ralentir le fait de bien se sentir dans sa vie, en fait. De se sentir complète et de se connaître. Alors je peux comprendre hein, que de se connaître profondément, ça fait peur. Ça fait peur. C'est un puits. Ça peut être des fois, ça a l'air d'un puits sans fond. Et au départ, on galère. Hein. On galère. Hein. C'est pas facile hein, de se regarder en face sans filtre, sans masque. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire honte, qui peuvent être très désagréables. Des périodes de vie, des périodes d'enfance, des périodes lors desquelles on a été accompagné de mauvaises personnes, par exemple, de mauvaises familles, de mauvais amis, d'entourage négatif ou malsain, qui nous ont fait du mal, et de regarder ça en face, et d'essayer de prendre du recul et se guérir. Ça prend du temps et ça demande beaucoup de temps à soi. Et au début, c'est amer. C'est amer. C'est des goûts qui sont amers, qui sont pas faciles. Mais pour avoir des cicatrices, ou en tout cas pour les refermer, et qu'elles soient le plus belles possible, les plus belles possibles, c'est
c'est de se faire aider. Voilà. Voilà. Et je suis pleine d'empathie pour les personnes qui n'ont pas voulu ou pas souhaité ou pas pu. Parce que aussi c'est un coût, ça peut, ouais, ça peut être un coût. Après, il y a pas mal de, je crois, de CMP, hein, ou même à l'hôpital, il y a des prises en charge de séances chez un psy ou un psychiatre ou un thérapeute. Il y a des prises en charge, voilà, on peut se renseigner. Et moi j'ai connu voilà, pas mal de personnes avec peu de moyens qui, ça c'était dans les priorités, et des personnes très proches de moi. Et ça fait partie de leurs priorités, de se faire suivre. Je dis pas, il y a très certainement des exemples où des personnes opérées ne se font jamais accompagner psychologiquement et tout va bien. Et tant mieux! Et tant mieux, je le souhaite vivement. C'est la fin de cette deuxième partie de cette foire aux questions spéciale Bypass. Vive les 3 ans, j'ai envie de dire. On se retrouve pour la troisième partie, là tout de suite, allez hop, c'est parti!